où l'on verra comment les renards ensorcelèrent un homme et lui rasèrent la tête. Jadis vivait au bourg d'Iwahara, dans la province de Chine qu'ils jettent aux humains. Parmi les hôtes se trouvait un certain Tokutaro, homme d'une trentaine d'années, ayant l'esprit court et la tête dure. « En vérité, messieurs, dit-il tout à coup, vous parlez d'hommes ensorcelés par les renards. Vous êtes certainement ensorcelés vous-même pour ajouter foi à de telles balivernes. Comment voulez-vous que des renards aient un pouvoir semblable ? En tout cas, les hommes qui se laissent ainsi berner sont de francs imbéciles. Laissons là ces fadaises. » Tokutaro, reprit un des convives, ignore bien des choses. Sans cela, il serait plus ménager de ses propos. Peut-on compter les victimes des renards ? À ma connaissance, 20 ou 30 personnes ont été ensorcelées par eux dans le seul marais de Maki. C'est indéniable, les faits se sont passés sous nos yeux. « Vous êtes vraiment trop naïf, » répondit Tokutaro. « J'irai cette nuit même au marais de Maki et j'en reviendrai sain et sauf. Il n'y a pas dans tout le Japon un renard capable de refaire Tokutaro. » Eh bien, reprirent les autres assistants, outrés de sa hâblerie, parions 5 mesures de saké et du poisson pour 1000 pièces de cuivre, que les renards vous joueront un tour de leur façon. C'est entendu. À la nuit tombante, Tokutaro partit pour le marais de Maki. En y arrivant, il vit un renard fuir vers un bosquet de bambous et, tout de suite, commença de craindre quelque sorcellerie. Au même moment, il aperçut Ofuji, la fille du maire d'Orikane le Haut, qui avait épousé le maire de Maki. « Bonsoir, monsieur Tokutaro, dit-elle. Où allez-vous donc ainsi ? Je me hâte d'arriver à Orikane. J'y vais aussi. Nous ferons route ensemble si vous le voulez bien. » Tokutaro, surpris de la rencontre, se crut en présence d'un renard métamorphosé en femme et se mit à songer aux moyens de déjouer les ruses de la bête maligne. « Je n'ai pas eu le plaisir de vous voir depuis longtemps, répondit-il. Puisque le hasard nous fait suivre la même route, je serai heureux de vous accompagner jusque chez vos parents. » Il se mit alors à marcher derrière Ofuji, persuadé qu'il allait voir un bout de queue de renard traîné par terre, mais son attente fut déçue. Ofuji et Tokutaro atteignirent enfin Orikane. Comme les parents de la jeune femme étaient sur le pas de leur porte, ils s'exclamèrent en la voyant « Mais voilà notre fille, nous ne l'attendions pas. Serait-il arrivé, chez elle, quelque événement fâcheux ?» Puis ils l'accablèrent de questions. Entre-temps, Tokutaro avait gagné la porte de la cuisine. Il appela le père et lui dit « Prenez garde, cette créature n'est pas celle que vous croyez. Comme j'arrivais au marais de Maki, un renard a bondi dans un bosquet de bambous, puis en est ressorti aussitôt sous la figure de votre fille Ofuji. Elle m'a prié de l'accompagner et, feignant d'ignorer la métamorphose, je l'ai suivie. » À ces mots, le père secoua la tête, réfléchit un moment, puis appela sa femme et, tout bas, lui confia l'histoire. D'abord, elle se mit en colère et prit à partie Tokutaro. « Eh bien, en voilà une façon d'insulter les gens. C'est bien notre fille, on n'en peut douter. Comment osez-vous forger de pareilles histoires ?» « Je n'invente rien, répliqua-t-il, la sorcellerie est certaine. Vous êtes fort libre, d'ailleurs, de croire ce qu'il vous plaira. » À ces mots, les parents de la jeune femme, plus troublés qu'ils ne voulaient le paraître, commencèrent d'interroger Tokutaro. « Que faire ? Donnez-nous un conseil. »« Je me charge de tout. Avant peu, la bête aura dépouillé sa figure humaine et repris son véritable aspect. Veuillez seulement vous retirer dans la chambre provision et attendre un moment. » Alors Tokutaro rentra dans la cuisine, saisit par le cou la malheureuse Ofuji et la jeta par terre devant le foyer. « Monsieur Tokutaro, pourquoi cette violence ?» gémissait-elle. « Mon père, ma mère, secourez-moi !» C'est en vain qu'elle implorait. Nulle voix ne répondit à son appel et Tokutaro riait de ses prières. « Ah ah !» criait-il. « Ah ah ! Vous avez voulu m'ensorceler. Mais depuis le moment où vous êtes entré dans le bosquet de bambous, je me suis tenu sur mes gardes. Du reste, je saurais bien vous contraindre à reprendre votre forme véritable. »
Et, ce disant, il lui tordait les poignets derrière le dos et lui infligeait 1000 souffrances. Mais elle ne savait que pleurer en répétant « Vous me faites mal, vous me faites mal !» Arrivé par degrés à une rage éperdue, Tokutaro rugit enfin « Puisque vous ne voulez pas redevenir renard, je vais vous brûler !» Puis il empila des bûches sur le foyer, releva la robe de sa victime et l'exposa pantelante aux ardeurs du feu. « C'en est trop, je n'en puis plus, je meurs !» gémissait la malheureuse qui bientôt expira. En ce moment-là revinrent les parents d'O-Fuji, convaincus qu'ils allaient trouver Tokutaro avec quelque méchant renard. Mais ils ne virent, hélas, que leur fille, gisant sans regard et sans voix. C'est en vain qu'ils la serrent dans leurs bras et veulent la ranimer. Leurs mains tremblantes, approchées de ses lèvres, n'y recueillent aucun souffle. Ils embrassent un cadavre, et ce cadavre est bien celui de leur fille, car nulle queue de renard n'apparaît. Alors ils se jettent sur Tokutaro, et leurs serviteurs l'attachent à un pilier. « Misérable assassin !» crie-t-il, « tu as brûlé notre fille sous prétexte qu'elle était en renard déguisé. Tu l'as tuée dans notre propre demeure. Nous allons porter plainte au seigneur du pays, et la mort sera le châtiment de ton abominable forfait. » Ils déposèrent ensuite le corps d'O-Fuji dans la chambre-provision, envoyèrent chercher son époux et commencèrent de funèbres préparatifs tandis que le jour naissait. Sur ces entrefaites vint à passer, suivi d'un acolyte, le bonze du temple d'Arakuji. Il heurta la porte et dit à voix haute « Toutes choses sont-elles au gré de vos désirs, honorable maître de cette maison ? J'ai prié cette nuit dans un temple voisin et ne pouvais passer devant votre logis sans prendre de vos nouvelles. Si vous le voulez bien, j'entrerai un moment pour vous présenter mes devoirs. » Du fond de sa demeure où il s'était retiré, le maire d'Orikané-le-Haut avait entendu la voix du prêtre. Il vint à la porte et, après les compliments d'usage, répondit « Excusez-moi de ne pas vous prier d'honorer mon humble maison par votre sainte présence. Nous sommes dans la plus vive affliction. » « Vous êtes tout excusé, mais puis-je connaître le motif de votre chagrin ?» Le malheureux père conta tout, depuis le commencement jusqu'à la fin. Le bonze l'écouta sans l'interrompre, et lorsque le récit fut achevé, s'écria « Quelle épouvantable catastrophe !» Puis il ajouta, en apercevant le meurtrier « N'est-ce pas Tokutaro que je vois ici ?» « Oh, mon révérend père !» gémit Tokutaro. « Mon révérend père, c'est moi, c'est bien moi. Je vous en supplie, intercédez en ma faveur, qu'au moins l'on me fasse grâce de la vie. » « Vous avez sujet de vous lamenter, et je comprends votre inquiétude, » répondit le bonze. « Mais si j'obtiens votre pardon, consentirez-vous à devenir mon disciple pour vous consacrer au service de Dieu ? Sauvez-moi la vie, et je vous suivrai de tout mon cœur. » Le bonze appela les parents de la morte et leur dit alors « Je ne suis qu'un vieux prêtre, humble de cœur et simple d'esprit. Il me semble néanmoins que je pourrais faire une œuvre utile aujourd'hui. Écoutez-moi. La mort de Tokutaro ne ressusciterait pas votre fille. Le pauvre homme m'a tout avoué. Ses intentions étaient pures. En tuant la créature qu'il prenait pour un renard, il a cru vous rendre service. Pardonnez-lui. D'ailleurs, il veut me suivre et se consacrer à Dieu. » « Vous avez raison, » répondirent les parents après s'être consultés. « Rien ne peut nous rendre O-Fuji. Mais rasez la tête du coupable et sans plus attendre qu'il prononce ses vœux. » Ainsi soit-il. Sous vos yeux même, votre désir va être satisfait. Le meurtrier d'O-Fuji sera prêtre avant que le soleil ait dissipé les brumes orientales qui offusquent encore son disque rougeoyant. Aussitôt, le bonze fit détacher Tokutaro et, mettant son écharpe sacerdotale, prit dans ses mains les mains du néophyte prosterné. Puis il entonna un hymne et, d'un coup de rasoir, coupa quelques mèches sur la tête de Tokutaro. Enfin, son acolyte acheva la tonsure, suivant toutes les règles de la liturgie. Comme la cérémonie allait finir, un rayon de soleil nimba le crâne du nouveau prêtre et Tokutaro s'éveilla au bruit d'un éclat de rire prodigieux. Il était seul, couché sur l'herbe humide, au pied d'un bosquet de bambous, à l'entrée du marais de Maki. Toute cette affreuse histoire n'était donc qu'un rêve.
Pourtant, comme Tokutaro passait la main sur son front, ses doigts sentirent la police de sa tête rasée. Les renards l'avaient endormi d'un sommeil magique, et tandis qu'ils envoyaient à son esprit des songes épouvantables, avaient rasé ses cheveux. Le pauvre homme n'eut rien de mieux à faire que de s'envelopper le crâne d'un mouchoir, puis alla retrouver ses amis. « Eh bien, dirent-ils en l'apercevant, vous voilà de retour. Quelle nouvelle des renards ?» En vérité, répondit Tokutaro, j'ose à peine paraître devant vous. Il raconta toute l'aventure et, pour finir, arracha son mouchoir et montra sa tête rasée. « Ah, quelle plaisante histoire !» s'écrièrent les amis tout joyeux. « Vous avez bien perdu votre pari. Maintenant, payez votre enjeu. » Tokutaro fit honneur à sa parole, mais laissa ses compagnons manger sans lui le poisson et boire sans lui le saké, pris de sa gageure. Toujours oppressé par le souvenir de la nuit affreuse passée dans le marais enchanté, il avait quitté le monde et s'était fait prêtre sous le nom de Sainen. Ses cheveux, coupés par les renards, ne repoussèrent plus désormais.